Voilà, au travers de l'itinéraire de Raymond Aron, c'est tout le XXe siècle, ces tragédies, ces bouleversements que nous venons de parcourir. Et nous allons nous demander maintenant ce que cette grande figure peut nous apporter en 2018, à nous qui vivons, nous aussi, une période de grande confusion. Il y a évidemment l'œuvre qu'il nous a laissée, il y a cette posture face aux politiques, cette lucidité face aux événements que le film montre si bien. Alors pour en parler autour de cette table, Jean-Claude Casanova, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence, vous êtes membre de l'Institut, témoin de premier plan, puisque vous êtes le cofondateur avec Raymond Aron de la revue Commentaire que vous dirigez. Bonjour Cynthia Saloum. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la pensée de Raymond Aron, universitaire, vous enseignez à Sciences Po, vous êtes aussi chercheuse à l'Institut européen de Florence et cofondatrice d'une structure de conseil politique Caron et Associés. Bonjour Nicolas Bavray. Bonjour. Alors on vous a aperçu dans le documentaire, nous vous avons vu parce que vous avez écrit une biographie de Raymond Aron, mais nous avons encore énormément de questions bien sûr à vous poser, historien, économiste, et face à vous Jean Birnbaum, bonjour. Bonjour. Journaliste, essayiste et directeur du Monde des livres. Merci à tous les quatre. Alors pour commencer, commentaire peut-être d'abord sur cette toute dernière phrase du film. Jamais de repos sur terre pour les hommes de bonne volonté, dit Raymond Aron. Est-ce que c'est peut-être ça, d'abord, qui caractérise l'homme, Raymond Aron, un homme de bonne volonté, Jean-Claude Casanova? Oh, c'est un pessimiste et un optimiste à la fois. C'est un pessimiste sur l'évolution des événements, sur la nature humaine, et c'est un optimiste, un homme de bonne volonté, comme vous dites, c'est-à-dire la volonté de faire triompher, si c'est possible, la vérité et la liberté. Nicolas Bavray, Aron, l'honnête homme, vous souscrivez? Bien sûr, mais je crois que sa caractéristique, sa marque de fabrique, c'est que c'est à la fois un homme de pensée et puis un homme de combat. C'est-à-dire que d'un côté, c'est la plus grande figure du libéralisme français du XXe siècle, et de l'autre, c'est quelqu'un qui a traversé beaucoup de moments extrêmement durs, de tragédies personnelles, de tragédies historiques. Non seulement il s'est peu trompé, mais il s'est vraiment engagé. Il s'est engagé au moment des années 30, il s'est engagé évidemment en 1940 quand il a choisi de rejoindre Londres, il s'est engagé contre le communisme en étant pratiquement seul avec Malraux en 1947, il s'est engagé pour l'indépendance de l'Algérie, ce qu'il a fait en 1957, très tôt, et enfin il s'est engagé contre mai 68. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans l'ensemble de ces occasions, il a vu juste et il a accepté d'être vrai, y compris sur son pays et sur son camp. Il a vu juste, vous soulignez sa lucidité, sa clairvoyance, Cynthia Saloum, face aux événements. C'est vraiment l'une des caractéristiques qui ressort de ce film qu'on vient de voir, la lucidité. Absolument. Alors d'abord, je me permets juste de ramener une petite nuance. Je ne suis pas spécialiste de Raymond Aron, mais tout l'intérêt. Je suis aronienne de formation et je pense que Raymond Aron voulait qu'on réfléchisse de manière aronienne plus que d'être spécialiste d'Aron. De sa personne. De sa personne et de son œuvre. Alors vous avez dit homme de bonne volonté. Certes, c'est un homme de bonne volonté, c'est un travailleur qui a le sens qui est ascétique un petit peu dans son approche, mais à la fois c'est un homme passionné, à la recherche toujours de la rationalité. Alors la clairvoyance, nous l'avons vu à plein d'égards, que ce soit sur les préjugés de gauche ou de droite, que ce soit sur le libéralisme, que ce soit sur le totalitarisme. Aron a été très clairvoyant, mais j'imagine qu'on va pouvoir en parler. On va évidemment en parler. Jean Birnbaum, peut-être sur cette caractéristique de Raymond Aron, effectivement, la lucidité. On dirait aujourd'hui un éveilleur de conscience, presque un lanceur d'alerte, même si évidemment le terme a un autre sens aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais Cynthia Saloum a utilisé un mot, elle a dit je voudrais apporter une nuance. Je pense que le mot nuance est un mot central pour parler de la pensée, de l'actualité de la pensée de Raymond Aron. C'était quelqu'un qui savait qu'il y avait une radicalité de la nuance. Souvent, on l'a décrit comme une espèce de petit maître de la bourgeoisie bien pensante. Et en fait, il a montré qu'il y avait une radicalité de la nuance, qu'il y avait un courage de la prudence et de la complexité. Et si on doit parler de l'actualité, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, en fait, Raymond Aron s'inscrit dans cette tradition qu'on a appelée antitotalitaire. C'est quelqu'un qui a travaillé, qui a pris acte de ce qui s'est passé au XXe siècle. Et exactement comme de la même manière que dans les années 30, on devait pouvoir à la fois se dire socialiste et critiquer les crimes de Staline, alors que très souvent, dès qu'on critiquait les crimes de Staline et qu'on était de gauche, on se faisait accuser de faire le jeu de l'impérialisme américain, etc. Exactement comme de la même manière, dans les années 50, on devait pouvoir à la fois être pour l'indépendance de l'Algérie, on l'a dit pour Raymond Aron, et en même temps critiquer les crimes du FLN sans se faire traiter immédiatement
agents de l'OS ou des partisans de l'Algérie française, eh bien aujourd'hui, on devrait pouvoir, bon, c'est les sujets qui m'intéressent aussi, mais par exemple, c'est tout à fait, si on doit prendre dans le contexte contemporain, tous les gens qui à la fois disent que les attentats djihadistes, si on doit prendre l'actualité du djihadisme, disent que à la fois on doit pouvoir dire qu'il ne faut pas faire le jeu de l'extrême droite, qu'il ne faut pas être dans la discrimination, qu'il ne faut pas être dans le racisme, etc. Et qu'en même temps, il y a quelque chose d'insupportable à ne jamais faire le lien entre le djihadisme et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman, eh bien, on est là dans quelque chose qui relève de la même chose. Aron, aujourd'hui, une position aronienne de ce point de vue, je pense que c'est d'être du côté de tous les intellectuels musulmans, les théologiens musulmans, les simples croyants musulmans, qui savent très bien que le djihadisme a à voir avec l'islam, que c'est une radicalisation sanglante d'une certaine tournure de l'islam contemporain. Et donc, être à leur côté, c'est être aronien, c'est-à-dire refuser ce chantage. Soit on ne dit rien, soit on fait le jeu de l'extrême droite. La nuance aujourd'hui. La radicalité de la nuance. Ouais, la pensée complexe, dirait Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un raccourci audacieux, Jean-Claude Casanova? Non, c'est tout à fait exact. Ça consiste à voir les choses comme elles sont, à analyser les phénomènes, à comprendre les forces en jeu et à comprendre aussi les sentiments exprimés et ce qui voile la vérité, ce qui est très fréquent chez les intellectuels. Chez Aron, il y a une critique des intellectuels. D'une part, ils ne comprennent pas les réalités et d'autre part, ils expriment en termes abstraits leur passion. Je voudrais que vous nous disiez, parce qu'on voit bien l'intellectuel, mais aussi l'homme dans ce documentaire, cette lucidité qu'on voit dans le film. Selon vous, elle provient d'abord de son rapport aux événements, de sa connaissance de l'histoire, de sa posture, son recul par rapport aux politiques? Il n'y a pas de recul par rapport aux politiques. À partir du moment où il a décidé d'étudier la politique, dans les années 30, il voulait faire une thèse sur les problèmes de biologie et brusquement, il change de bord philosophique et il décide de se consacrer à la politique. À partir de ce moment-là, il fait l'effort intense de comprendre tout ce qui est nécessaire à l'intelligence de la politique. Et ce qui le distingue fondamentalement des intellectuels comme catégorie générale, parce que quand même, un de ses principaux livres s'appelle l'opium des intellectuels, c'est-à-dire l'obscurcissement des intellectuels. Et ce qui le distingue, c'est qu'il était un intellectuel qui pouvait comprendre le problème d'échange, qui pouvait comprendre les problèmes stratégiques, qui pouvait comprendre la politique étrangère, plutôt que d'énoncer des positions morales ou vertueuses. Et les positions morales ou vertueuses venaient après l'analyse et la compréhension de la réalité. Et c'est ce qu'il met très à part dans le monde intellectuel. Vous ne pouvez pas le comparer à Sartre. Sartre ne comprenait strictement rien à la politique. Il suffit de lire les écrits politiques de Sartre pour voir qu'il ne comprenait strictement rien à la politique et qu'il se trompait toujours, aussi bien avant-guerre qu'après-guerre. Et Aron comprenait et ensuite prenait les positions qui lui paraissaient nécessaires en termes moraux. Alors, cette lucidité, je voudrais qu'on parle de mai 68 parce que là, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Vous avez dit, il a vu toujours juste Nicolas Bavray. Dans le film, en tout cas, on a le sentiment qu'il ne comprend pas complètement cet événement et qu'il tarde à en prendre toute la mesure. Je pense que sur la ligne principale qui est la révolution introuvable, il a absolument raison. C'est-à-dire que ça a été une fausse révolution. L'histoire lui a donné raison, c'est ça ? Non, mais là où on parlait de nuances tout à l'heure, et c'est vrai que c'est toujours intéressant, ce que disait par exemple Pierre Asner, et il avait raison, c'est que dans le système d'Aron, il y a donc le système international, les États et les sociétés. Et c'est vrai que Aron avait une compréhension extrêmement profonde du système international et des États. Les sociétés, c'est toujours beaucoup plus compliqué, parce que d'abord c'est très divers, et c'est vrai que je pense qu'il a sûrement sous-estimé la vraie révolution de mai 68, qui n'est pas une révolution politique ou institutionnelle. La vraie révolution politique, c'est sans doute que la gauche se détache vraiment du communisme en partie à ce moment-là. Mais la révolution réelle de mai 68, c'est la révolution de la société. Et celle-là, elle a mis du temps à apparaître. Et un autre point sur lequel il ne s'est pas trompé, c'est qu'effectivement, il était très inquiet de la destruction de l'université française par mai 68. Et là-dessus, malheureusement, force est de constater qu'il a eu raison. Donc voilà un peu, à mon avis, la balance sur 68. Mais avant de poursuivre, le titre du livre, qui est La Révolution introuvable, d'une certaine manière, c'est encore plus juste que ce qu'il avait imaginé, parce qu'effectivement, elle est introuvable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du côté de la politique, mais elle est du côté de la société. Alors, on va justement poursuivre peut-être sur 68. Je voudrais juste vous faire écouter un extrait. Il y a dans ce documentaire plusieurs extraits d'un entretien qui est passionnant d'ailleurs, après mai 68, entre Raymond Aron et Georges Suffert, qui fondera d'ailleurs plus tard Le Point. Je voudrais vous faire entendre un autre extrait de cet échange entre les deux hommes qui n'est pas dans le film. Vous parliez du combattant Raymond Aron, c'est un terme qu'il utilise
analyse lui aussi, il explique toujours, là, très lucidement, la raison de la disgrâce dans laquelle il est vraiment entré après mai 68. Je suis de tempérament, si vous voulez, un combattant. C'est-à-dire que je n'aime pas aller avec le vent, je n'aime pas être un suiveur, et dans la mesure même où nous entrions dans un conflit, puisqu'il y avait des contestataires, il fallait qu'un certain nombre d'intellectuels, d'adultes, de professeurs leur tiennent tête. Bien sûr, aujourd'hui, je suis devenu, pour une certaine partie de la jeunesse, une espèce de monstre. Je suis celui qui n'a pas marché, celui qui a dit des choses désagréables, celui qui n'a pas répété à la suite des adultes qui voulaient rivaliser avec les jeunes gens, admirable jeunesse. Non, je n'ai pas dit cette sorte de choses. Et beaucoup m'en veulent. Voilà, beaucoup lui en voulaient effectivement, hein, Cynthia Saloum. Oui, en effet. Mais je pense que même si on est presque tous d'accord pour dire qu'Aron n'a pas vu ce qu'il aurait pu voir de la révolution de mai 68, il ne faut pas oublier qu'il y a un biais qui lui permet de réagir très vite face à cette violence à laquelle il est allergique. Cette idée de la violence accoucheuse de justice n'est pas du tout, il n'y est pas sensible, et il réagit aussi par rapport à ça. Et des intellectuels français qui ont vécu mai 68 témoignent aujourd'hui aussi de tous les travers de cette révolution et de la radicalité qu'elle a menée. Je pense qu'Aron avait cette sensibilité-là contre la violence, qui parle à premier abord. Enfin, Nicolas Bavrec, juste un mot, il ne faut jamais oublier que Aron a vu mourir 2 républiques. Et la troisième dans des conditions que, comme toute cette génération, il a été absolument traumatisé par la défaite militaire, ensuite l'effondrement de tous les principes de la République et le régime de Vichy. Donc l'idée, ce qu'il avait dit, c'est-à-dire que la Ve République avait évidemment des défauts et il en a été un des critiques les plus pugnaces. Mais l'idée que cette refondation de la République soit mise à bas par un espèce de monôme étudiant, c'était quelque chose. C'est ce qu'il dit, j'aurais été profondément humilié, on l'entend dans le documentaire, j'aurais été humilié en tant que Français que le général de Gaulle soit renversé par Daniel Cohn-Bendit. Voilà. Et finalement, c'est comme ça qu'on finit par fêter le 60e anniversaire de la Ve République. Jean Birnbaum, vous vouliez réagir à ce que disait Cynthia Saloum? Oui, mais sur cette histoire des étudiants, moi je pense qu'il faut par exemple revenir au profond respect qu'il avait pour ses étudiants, au dialogue qu'il avait avec ses étudiants. Moi je me souviens, j'avais écouté grâce à France Culture un cours qui avait été diffusé à l'époque où j'étais pas né, c'est en 1958 à la Sorbonne. C'est un cours sur le pouvoir, le cours est d'une pédagogie, d'une générosité incroyable, et il passe son temps à anticiper les objections. Là il se décrivait dans l'extrait en disant oui je suis devenu un monstre pour cette jeunesse, mais même 10 ans avant 68, il se voit déjà comme quelqu'un qui forcément en tant que professeur, en tant que membre de l'institution, est pris dans une forme de contestation. Il n'arrête pas de dire bon je vais pas vous essayer de vous imposer mon avis, je vais sans doute vous choquer, vous pourriez dire l'inverse. Mais il part en adulte, il le dit là dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il dit il fallait qu'il y ait des adultes qui répondent à cette jeunesse, qui ne marchent pas et qui maintiennent des distinctions, parce que c'est là où je voulais en venir, c'est que quelque part, je pense que beaucoup de gens qui ont fait 68, et il y a plein d'aspects dans 68, sans doute d'ailleurs positifs que Aron n'a pas vu, mais il y a aussi un aspect extrêmement tranchant qui n'avait pas grand-chose à voir avec la nuance, et beaucoup de gens qui ont fait 68 à l'époque, aujourd'hui sans doute reconnaîtraient que Aron avait raison dans sur un aspect, c'est que Aron, effectivement, a vu mourir de République, il a vu ce que c'était que les mouvements de foule qui n'avaient aucun rapport avec la nuance et qui étaient dans un prophétisme de masse sanglant, et donc il avait une réticence absolue à l'égard de ça, et notamment à l'égard d'un aspect qu'on retrouve dans 68, c'est-à-dire le fait de ne faire aucune distinction entre les régimes. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à essayer de penser la différence entre les régimes, et aujourd'hui encore, on est confronté à cette question. Raymond Aron considérait qu'on ne pouvait, d'ailleurs dans le film, dans le documentaire, on voit un moment, c'est magnifique, où en une phrase, il dit, quand même, quand on est un intellectuel, c'est une interview à la télévision, quand même, quand on est un intellectuel, on devrait pouvoir comprendre que 2 et 2 font 4 et que le goulag, ça n'est pas la démocratie. Aujourd'hui, on est à nouveau confronté à ça, où sur beaucoup de débats, exactement comme à l'époque on pouvait crier CRS, SS, alors qu'on savait quand même globalement que ça n'avait pas grand-chose à voir, eh bien aujourd'hui, dans plein de débats, on n'arrive pas, on n'a qu'une peur, c'est de restituer le début d'une légitimité aux sociétés dans lesquelles nous vivons, qui sont archi-critiquables, qui ont leurs limites, leur hypocrisie, leurs mensonges, leur violence, etc., mais qui ne devraient pas toujours être mises sur un signe égal avec des sociétés
société totalitaire ou despotique. On viendra d'ailleurs à la crise de la démocratie dans un instant. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, un Saloum petit élément. Il y a aussi la déformation de méthode d'Aaron, qui, vous l'appelez recul tout à l'heure, nous avons parlé de recul, mais c'est plutôt une présence à l'événement politique, au fait politique. C'est toute l'influence de Thucydide dans sa pensée. Sophie Marcotte-Chénard, qui est une spécialiste d'Aaron, elle, spécialiste d'Aaron pour de vrai, a vraiment montré la centralité de Thucydide pour Aaron, la centralité justement du travail sur le fait politique, sur le fait historique. Donc il y a aussi ce premier pli qui est celui de dire attention, regardons bien ce qui est en train de se passer. Je parlais de la posture de Raymond Aron. Je me pose la question par rapport à ce qu'il a à nous dire aujourd'hui, Jean-Claude Casanova. La posture, voilà, l'adulte qui parle de haut en bas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une posture qui est encore possible dans cette société très horizontale qui est la nôtre? Non, le monde actuel l'intéresserait très profondément. Si vous voulez, les transformations aux États-Unis, en Russie, le bouillonnement du monde islamique, la corruption d'une certaine façon des démocraties, je suis sûr qu'il ferait un grand cours sur la crise des démocraties aujourd'hui, la modification fondamentale que provoque le nouveau monde, l'apparition de l'Asie dans le monde économique, etc. Pardon, mais serait-il encore audible aujourd'hui? Bon, il élèverait le niveau. Il élèverait le niveau de la réflexion, si vous voulez. Il donnerait à la réflexion une profondeur politique qui lui manque. La réflexion est trop dans l'indignation et insuffisamment dans l'analyse et dans la compréhension. Vous souscrivez, Nicolas Bavray? Alors, il y a une chose à laquelle je ne souscris pas, c'est le haut en bas. Si vous regardez Aron, quand il était jeune, c'était un grand joueur de tennis. Il a fait de la boxe et, comme il le disait, avec Sartre, quand il était à l'école normale, c'était du ping-pong intellectuel. Aron n'est pas quelqu'un qui est au contraire, c'est quelqu'un qui est toujours de plein fouet avec. Je rebondissais sur ce terme d'adulte qu'on entendait à l'instant, c'est pour ça. Il est plein pied avec son interlocuteur, y compris quand il n'est pas d'accord. C'est ce qui a fait le succès d'ailleurs des entretiens du spectateur engagé. Donc l'intérêt d'Aron aujourd'hui, quel est-il? C'est que, contrairement à Sartre, Aron n'est pas un faiseur de système. Et ce qu'on disait, il a essayé de comprendre l'histoire au plus près de la manière dont elle se fait. Donc aujourd'hui, que notre monde n'ait rien à voir avec celui d'Aron, on en est bien d'accord. C'est le système de la mondialisation, c'est plus celui des idéologies. Il n'y a plus d'Union soviétique, mais il y a une rivalité entre la Chine et les États-Unis. C'est plus la société industrielle, c'est la révolution numérique, et on pourrait prendre bien d'autres choses. Mais il y a plusieurs choses qui sont fondamentales. D'abord, je rappelle que dès 1960, il a parlé de l'histoire universelle. Donc dès 1960, il envisage l'idée qu'il peut y avoir quelque chose derrière la guerre froide, qu'il a toujours imaginé cette dialectique entre l'universalité, les nations, les cultures ou les religions. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et ça a été dit. Par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il défend, il se bat pour la démocratie et comment contre les totalitarismes, mais il en a toujours pensé les fragilités. Et aujourd'hui, c'est exactement le problème qui nous est posé. C'est-à-dire des régimes. Quel est le fondement de la liberté moderne? Il n'y a plus de providence, il n'y a plus de principe transcendant, donc c'est hétérogène, c'est contradictoire et c'est fragile. Et quand il y a des grands bouleversements historiques et des grands bouleversements du capitalisme, ça se met à tanguer de manière dangereuse. On va rentrer dans le détail dans un instant sur ces questions qui sont passionnantes de la démocratie libérale notamment. Vous parliez des limites qu'on peut voir tout de même aujourd'hui à la pensée de Raymond Aron, Cynthia Saloum. Oui. Il a été quand même décrit régulièrement comme un homme qui est au service des puissants, de ceux qui gouvernent, et c'est le cas aussi de ses héritiers. Ça, on ne peut pas le nier. En tout cas, cette critique-là, elle existe. Est-ce qu'elle est justifiée? À qui pensez-vous? Je pense par exemple à Gérard Noiriel quand il parle de Marcel Gauchet, accusé d'être un intellectuel de gouvernement, et voilà, tout ce qui a été écrit notamment sur Gauchet. C'est pervertir l'histoire. C'est pervertir l'histoire que de dire qu'il a été au service des puissants dans ce sens-là. Il avait toujours un sens. Il a un sens de la liberté. Le documentaire s'appelle Le chemin de la liberté. Oui. Je me suis dit après coup, c'est pas le chemin de la liberté, c'est le chemin des libertés, parce qu'il parle toujours aux libertés au pluriel et jamais au singulier. C'est un homme libre avant tout qui avait toute la possibilité de trouver sa place et une grande place dans le système politique, conseiller des princes, etc., mais qui n'en était jamais capable, parce qu'il n'était jamais capable de perdre en fidélité à lui-même et en rigueur intellectuelle. Je ne pense pas du tout qu'on puisse dire qu'il était au service des puissants. Par contre, vous partez à Londres en 1940, vous n'êtes pas particulièrement au service des puissants. Absolument, d'autant plus qu'il a le sens de la contradiction. Dans sa relation à De Gaulle, on voit très bien
qu'il est un des premiers gaullistes. Il est critique quand sa conscience historique, intellectuelle le lui impose. Et en 68, quand il dit « je n'ai pas voulu accepter que De Gaulle soit renversé par Cohn-Bendit », quand même, on voit très bien qu'il n'a aucun sens du partisanisme en tant que tel. C'est un homme libre, par excellence. Jean-Claude Il ne faut Casanova. pas accepter cette formule. C'est une formule qui vise à disqualifier l'adversaire. C'est-à-dire qu'il est au service des puissances. C'est une formule qui interrompt la discussion. Il faut la mépriser, c'est point à la ligne, si vous voulez. Les gens qui disent ça n'ont rien d'autre à dire. Comme ils n'ont pas de véritable argument, ils disqualifient l'adversaire en lui disant il est riche, il est au service des puissants, il est au service des riches, etc. Bon, très bien s'ils veulent penser de cette façon. S'ils appellent ça penser. D'autant plus que vous demandiez, est-ce qu'il est encore audible? Justement, de qui faut-il être audible aujourd'hui? Des gens qui votent. Pardon, des gens qui votent, mais... Pas que des gens qui votent. Il faut être audible de tout un tas une série d'acteurs, une plateforme d'acteurs. En l'occurrence, lui ne se considérait pas du tout comme conseiller des princes, mais il était important aussi qu'il puisse dire un certain nombre de choses. Sur la guerre d'Algérie, il l'a dit, à qui voulait bien entendre, il était le seul à le dire quand même. Donc on ne peut pas dire qu'il était au service des puissants aussi facilement que ça. Je vais dire un mot sur cette question du service des puissants, parce qu'en fait, tout dépend de ce qu'on appelle être au service des puissants. Je pense qu'il y avait des côtés conservateurs chez Raymond Aron, c'est sans doute ça que visait Gérard Noiriel. Mais est-ce qu'on est au service des puissants quand on est souvent en dissidence vis-à-vis de sa propre famille politique, comme l'était Raymond Aron, quand on prend à rebrousse-poil souvent ses propres idées, ou est-ce qu'on est au service des puissants quand on se prétend de gauche, parfois de gauche radicale? Je ne vise pas du tout Gérard Noiriel là, en l'espèce, mais il y a beaucoup de gens qui pensent, qui surjouent des postures révolutionnaires, qui surjouent des postures où on se dit au service des déshérités, et où en fait on emmène les déshérités ou les opprimés dans l'impasse, parce qu'on passe son temps à leur enfoncer le nez dans le non-dit, dans l'amnésie et dans l'oubli de ce qui a pu se passer au XXe siècle. Et donc il y a toute une série aujourd'hui d'intellectuels qui effectivement conspuent Aron et sa mémoire et qui eux sont véritablement au service non pas des puissants mais du statu quo, voire de la réaction, parce qu'ils font comme si le XXe siècle n'avait pas eu lieu, comme si le totalitarisme n'avait pas eu lieu, comme s'il fallait pas en tirer les leçons, et donc par exemple comme si la pensée de Raymond Aron n'était pas plus émancipatrice que la leur. Alors je voudrais, pour reparler de cette crise des démocraties que nous connaissons, vous faire entendre un très court extrait, là encore, de Raymond Aron. Cette fois, c'est chez nos confrères de la télévision suisse romande. C'est un mois après 68, 13 juin 68. Donc on est tout près de l'événement. Et écoutez ce qu'il dit, parce que ça fait un écho à ce que nous vivons aujourd'hui. On ne peut pas donner tort aux gens qui éprouvent des sentiments. On ne peut que se demander pourquoi éprouvent-ils ces sentiments. Alors probablement que ce défoulement par sa violence même est la contrepartie d'un refoulement trop fort en période tranquille. Alors, on ne peut pas donner tort aux gens qui éprouvent des sentiments. Je l'ai dit, ça concerne 68, mais évidemment, ça fait écho à la montée des populismes. On trahit la pensée de Aron si on fait, si on sort cette phrase de son contexte et qu'on l'applique aujourd'hui, Jean-Claude Casanova. Non, il y avait toujours chez Aron il cherchait à comprendre pourquoi les gens étaient communistes, pourquoi les étudiants se révoltaient en mai 68, etc. Il y a toujours chez lui un profond effort de compréhension des motivations, des éléments qui permettent... Et des émotions. Et des émotions, tout à fait, émotions qu'il pouvait éprouver lui-même. Je vous ai vu, Jean Birnbaum, arriver avec un livre de Raymond Aron, Croire en la démocratie. Je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Pourquoi vous êtes venu avec ce livre? Parce que justement, vous parlez c'est pour les résonances contemporaines, c'est-à-dire que Nicolas Bavrez le disait tout à l'heure, il y a une espèce de foi dans la démocratie chez Raymond Aron, il y a l'idée, il a vu, et tout ça, justement, on n'est pas du tout dans la grande théorie, dans l'abstraction, c'est quelqu'un qui a vécu physiquement, qui a été en 1930 en Allemagne, qui a vu les choses monter, qui a constaté la violence physique, qui a vu des ouvriers, comme on le dit dans le film d'ailleurs, des ouvriers communistes devenir passer à la chemise brune, etc. Donc c'est quelqu'un qui part du sentiment, qui part de la sensation solide, de la révolte solide et parfois du sang très très rouge, et qui à un moment donné justement essaie de dire bah oui, on doit pouvoir continuer à faire des distinctions entre les régimes, on doit pouvoir, et je répète, critiquer les démocraties bourgeoises, etc. et telles qu'on les connaît, dans leurs limites, leur hypocrisie, leurs mensonges, leurs inégalités sociales, etc. Mais on doit pouvoir aussi dire que ça n'est pas exactement la même chose que le nazisme, ce qui est une grande leçon pour aujourd'hui. Et donc justement, j'ai apporté ce texte notamment parce qu'il y a cette phrase qui, à mon avis, est très, très contemporaine, dans le sens où à la fois, effectivement, pour un militant poutinien, par exemple, ou pour un jeune djihadiste, il n'y a aucun doute sur le fait que ce qu'ils sont en train de dire, au moment où ils le disent, est la vérité et que leur idéologie doit se répandre dans le monde entier. Eh bien, Aron, lui, avait la conception de la fragilité des démocraties. Il faisait de cette fragilité une force et il disait qu'il fallait avoir foi dans cette fragile force, dans cette force vulnérable. Et il disait, par exemple, je commencerai par une confession. Je crois aussi à la victoire finale des démocraties, mais
mais à une condition, c'est qu'elle le veuille. Je pense qu'aujourd'hui, une phrase comme celle-là a toute sa force et son actualité. À ceci près, et ça va de soi, il n'a pas connu l'extraordinaire révolution que représentent les réseaux sociaux et donc la grande démocratisation de la parole publique, le trouble que tout cela a causé dans le débat public. Il serait peut-être très malheureux. Je voudrais, Nicolas Bavret peut-être ou Jean-Claude Casanova, un commentaire quand même sur la nouveauté quand même du débat public aujourd'hui. C'est un peu comme ce qu'on disait sur la colère des peuples, c'est-à-dire que Aron aurait très bien analysé les réseaux sociaux pour une raison simple, c'est que précisément l'erreur qu'on fait sur le populisme, c'est d'avoir une position morale, uniquement une dénonciation morale. Comme on dit, la colère des peuples, aujourd'hui, c'est un fait. Donc, comme c'est un fait, il faut essayer de le comprendre. Et donc, il faut essayer de comprendre les raisons profondes de la colère des peuples. Et ensuite, les canaux de transmission. Donc, les canaux de transmission, c'est vrai que dans les nouveaux canaux, il y a les réseaux sociaux. Je rappelle quand même que Aron, en matière de technologie, il a connu des ruptures technologiques. C'est le grand pédagogue de la dissuasion nucléaire. Si on prend en matière stratégique, la rupture fondamentale du XXe siècle, ça a été la dissuasion nucléaire. C'est Aron qui en a fait la pédagogie. C'est quand même utile sur Twitter. Qui en a fait la pédagogie en France. Donc, vous avez parfaitement raison. Les réseaux sociaux, plus largement le numérique, c'est une révolution considérable. Pour le débat démocratique. Mais pas seulement. Enfin, pas seulement. Pour la production économique, pour les modes de gouvernement, c'est une révolution globale. Et donc, il faut essayer de la comprendre. Et c'est vrai qu'elle a un impact direct sur la montée des passions collectives et sur la manière dont elle déborde aujourd'hui les démocraties. Moi, je pense qu'il aurait été très bon sur Twitter, Raymond Aron. Je pense qu'il aurait été très bon. En 140 signes. Ouais, mais maintenant c'est 280. Mais enfin, bon, voilà, oui, parce qu'il avait ce rapport direct, justement, je le disais aux étudiants, cette façon de s'adresser à eux, comme l'a dit Nicolas Bavret. Et il a le sens de la formule. Regardez la guerre froide. Oui. Bah vous pourriez créer un compte Twitter de Raymond Aron avec quelques-uns de ses aphorismes. Effectivement, on aurait. Ça tient les Jean-Claude Casanova. Sur la crise de la démocratie, il y a un point où il est très fort, c'est que nous pensons trop uniquement au régime stalinien, si vous voulez, qui lui naît de la révolution de 17 et donc de la guerre de 14-18. Mais il a été l'observateur de la révolution italienne et de la révolution allemande, qui naissent de crise de la démocratie. Hitler vient du suffrage universel. Et donc il était parfaitement conscient que les démocraties pouvaient être régulièrement. Oui. Donc il est observateur de la démocratie, de ses faiblesses et de ses difficultés. Et comme il se rattache à une vieille tradition intellectuelle venue du 19e siècle, qui a analysé les dangers de la démocratie. Si vous voulez, tout Tocqueville est une analyse des risques de la démocratie. Et donc il est tout à fait sensible, il serait très sensible aujourd'hui à ce qui se passe dans le monde démocratique. Il était tout à fait naturellement démocrate, par nécessité aussi par rapport à son siècle, mais il était surtout libéral, et je pense que cette distinction entre l'Aron libéral et l'Aron démocrate est intéressante, parce qu'en tant que libéral, il avait une pensée très très étoffée, son libéralisme est presque unique et très précis. Aron démocrate, et j'ai envie de dire facilement démocrate, il ne s'est jamais vraiment épanché sur la politique intérieure, sur la politique électorale en tant que telle, etc. Mais en même temps, je suis tout à fait d'accord avec vous, Jean-Claude, il avait tout le temps la peur, en fait, le sens de l'inquiétude sur cette démocratie. Et je pense que ça a été l'un des plus sages. Il nous prévient bien à l'avance du danger toujours permanent des passions. Il voit très bien les passions monter et lui-même se définit comme un homme passionné. Je crois très bien qu'il dit que j'ai trouvé un type d'homme, un être passionné, émotionnel et rationnel à la fois. Donc il comprend la centralité des passions et il voit que la démocratie n'a pas suffisamment de garde-fous pour les prévenir de manière stable en tant que régime. Et ce qui est frappant, c'est que la liberté politique reste absolument... Ça va être de nouveau le grand enjeu du XXIe siècle, mais qui va se poser différemment. Donc, au XIXe, c'était la montée du suffrage universel, la société industrielle. Au XXe, la période d'Aron, ça a été les nations contre les empires, les démocraties contre le totalitarisme. Et aujourd'hui, le XXIe siècle, ça va être la démocratie contre les démocratures et la démocratie libérale contre la démocratie illibérale. Donc, en fait, la problématique centrale d'Aron, elle reste au cœur de ce que nous vivons, même si la configuration a complètement changé. Question d'ailleurs de curiosité peut-être très personnelle, a-t-il parlé d'un autre des grands enjeux qui est devant nous, qui est la question de la production et de la transition écologique ?
La transition énergétique, notamment. Ça, c'est celui de ses contemporains qui a vu tout de suite le problème écologique, c'est Jouvenel. Et Aron n'avait pas la sensibilité qu'avait Jouvenel là-dessus, si vous voulez. Donc sur ce point-là, en tout cas, il a moins à nous dire que sur la question, effectivement, des démocraties. De toute façon, il appartient aussi à son époque, c'est-à-dire au sens où il y a une phrase dans un de ses cours, il dit mes deux auteurs préférés, il s'adresse à des étudiants, toujours dans un truc très sympa et tout, et il dit mes deux auteurs préférés, Alexis de Tocqueville et Marx. Donc c'est quand même quelqu'un qui est critiqué beaucoup par les marxistes ou post-marxistes, mais en fait il connaît mieux Marx, il connaissait mieux Marx que la plupart des marxistes contemporains. Et évidemment, quand on est un grand spécialiste de Marx, on est aussi d'une époque, Marx n'était pas spécialement un écologiste, c'était quand même aussi le penseur d'une forme de productivisme, etc. Enfin, les penseurs de l'écologie qui se réclament de Marx aujourd'hui galèrent un petit peu. Raymond Aron, en tout cas, lui, il n'a jamais sous-estimé le fait national, qu'il a aussi ce réveil. Non, c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il était assez sceptique sur l'Europe. En tout cas, il croyait à une Europe des nations. Il divergeait en cela avec les pères fondateurs. De même, il explique toujours qu'on ne peut pas être citoyen de deux pays. Il a été tout à fait clair sur son identité juive. Et en même temps, pour lui, on est citoyen de la République française. On n'est pas en même temps citoyen d'Israël. Ce qui fait qu'il peut être à la fois proche par la sensibilité d'Israël, mais tout à fait libre en critiquant la politique, israélienne. Il avait un thème qui était proche de deux de ses maîtres, si vous voulez, Weber et Pareto, c'est que dans une société, vous devez avoir à la fois la rationalité qui vient de l'économie, de l'échange, etc., l'abstraction, les droits qui viennent de la démocratie, mais il faut également un phénomène d'identité qui coagule les hommes entre eux. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, dans la crise des démocraties, il avait fait 3 grands articles sur Pareto, il ferait un 4e article sur Pareto pour montrer que c'est exactement le conflit que prévoyait Pareto entre, disons, la rationalité commerciale et la recherche de ce qui rend cohésif, la recherche de l'identité. Très rapidement. Sur la nation, je pense qu'Aron est un des plus lucides. D'abord, il nous permet de penser nation et nationalisme de manière différée. Il introduit un petit peu cette distinction. Mais surtout, il est peut-être un petit peu sceptique par rapport à l'Europe, mais il est très critique à la fois de l'illusion nationale, tout comme de l'illusion européenne. Il dit très bien dans Paix et Guerre, si nous pensons que l'Union européenne ou l'unité européenne ne serait pas belliqueuse là où les nations l'ont été ou inversement, on se tromperait, dans le sens où, pour lui, la nation est un principe constitutif de l'unité politique, tout comme l'ont été... tout comme l'a été l'Empire ou tout comme les États supranationaux comme l'Europe aujourd'hui. Voilà, la nuance jusqu'au bout, hein, on l'a dit, on a commencé avec ça, la nuance également donc, sur cette question, nationalisme, Europe. Merci beaucoup à tous les 4 pour vos regards très éclairants. Quelques conseils de lecture pour terminer. Évidemment, nous renvoyons à la biographie de Raymond Aron que vous avez écrite il y a déjà 25 ans, Nicolas Bavray, chez Flammarion. La revue commentaire que vous dirigez, Jean-Claude Casanova, le numéro de cet automne, où l'on retrouve notamment un article de Marcel Gauchet sur l'avènement de la démocratie. Je cite votre ouvrage, Cynthia Saloum, Penser la violence collective, ouvrage que vous avez coécrit avec Benjamin Brice aux éditions du Vice. Et puis voilà, ouvrage collectif, très bien que vous avez co-dirigé alors. Et puis Jean Birnbaum, vous évoquiez ces questions, la question du djihadisme. Votre dernier livre, La religion des faibles, ce que le djihadisme dit de nous, sujet qu'on évoquait dans cette émission, c'est aux éditions du Seuil. Je signale aussi la collection Liberté de l'esprit, relancée par les éditions Kalman-Lévy, avec une réédition notamment de La Révolution introuvable, ouvrage qu'on évoquait, ouvrage bien sûr de Raymond Aron. La suite d'Un monde en doc, à présent, avec 2 sujets passionnants qui renvoient eux aussi à notre histoire et à nos libertés dans des champs extrêmement différents. D'abord, ce témoignage d'Anne Baer, J'ai décidé de mourir, documentaire qui suit cette femme dans les derniers mois de sa vie jusqu'à son départ pour la Belgique, témoignage très fort. Et puis le 60e anniversaire de notre 5e République, de la Constitution, en ce mois d'octobre, vu dans le regard de ses opposants, 1958, ceux qui ont dit non. Merci de votre fidélité à Un monde en doc. Excellent week-end.